continue la collection des exercices proposés aux examens de baccalauréat pour la section PC. Et cela concernant l'information génétique des sessions normales 2019 et session de rattrapage 2019 pour la section PC. Et on commence par la session normale 2019. Donc voilà le sujet. Les mutations font partie des causes du cancer chez l'homme. Les chercheurs ont estimé 5% à 10% des cas de cancer étaient d'origine génétique. Pour déterminer l'origine génétique de certains cancers ou de certains cas de cancer du sein chez la femme, on suggère d'étudier les données suivantes. Les chercheurs ont montré l'existence d'une relation entre le gène BRCA1 localisé sur le chromosome 19 et le cancer du sein chez la femme. Le document 1 présente l'évolution du pourcentage du cancer du sein en fonction de l'âge, chez des femmes porteuses d'allèle normal et chez des femmes porteuses de l'allèle mutant des gènes BRCA1. Comme question, on vous demande comparer le pourcentage du cancer du sein chez les femmes, document 1, en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. Donc ce qu'on vous demande, c'est de comparer entre le pourcentage des femmes atteintes du cancer, bien sûr en fonction de l'âge, pour les femmes saines et les femmes atteintes du cancer. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Que le pourcentage des femmes atteintes du cancer augmente progressivement avec l'âge pour les femmes porteuses d'allèle mutant, alors qu'il y a un faible pourcentage pour les femmes portant l'allèle normal. De simples phrases à écrire. Donc on constate que le pourcentage du cancer du sein chez les femmes porteuses de l'allèle mutant des gènes BRCA1 augmente progressivement avec l'âge par rapport aux femmes porteuses de l'allèle normal des gènes BRCA1, ce qui met en évidence la relation du gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. Donc la mutation du gène BRCA1 augmente la probabilité du cancer chez les femmes, c'est-à-dire le cancer du sein chez les femmes. Le gène BRCA1 contrôle la synthèse d'une protéine appelée BRCA1, intervenant dans la réparation de l'ADN. Bien sûr, on sait que le cancer est dû à des divisions anarchiques non contrôlées. Donc on a ici que le gène BRCA1 contrôle la synthèse d'une protéine BRCA1 qui intervient dans la réparation de l'ADN. Donc en réparant l'ADN, donc on contrôle la division cellulaire. Le document 2 montre le mécanisme menant au cancer du sein chez la femme sous l'effet des rayons X et ultraviolets. En vous basant sur les données du document 2, expliquez l'évolution du pourcentage du cancer du sein enregistré dans le document 1 chez des femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1. Donc, on constate ici que, à cause des rayons ultraviolets, bien sûr, il y a des mutations. Il y a rupture des brins d'ADN, ce qui donne bien sûr des ADN ou des allèles mutants, tels l'allèle mutant du gène BRCA1, ce qui empêche la réparation des ruptures, donc entraîne la prolifération aléatoire des cellules mammaires et apparition du cancer des seins. Par contre, pour l'allèle normal du gène BRCA, elle peut réparer l'ADN, ce qui permet le contrôle de la prolifération des cellules mammaires qui, bien sûr, est prolifération normale. Donc, ceci montre que la mutation du gène ou l'allèle mutant, bien sûr, augmente la probabilité du cancer du sein chez les femmes. Donc, la mutation du gène BRCA1 empêche la réparation des ruptures qui se produisent au niveau de la molécule d'ADN, ce qui induit une prolifération aléatoire des cellules mammaires et par conséquent une augmentation du pourcentage du cancer du sein chez la femme.
Donc, bien sûr, vous pouvez donner d'autres phrases explicatives de ce document qui sont bien sûr correctes. Ils seront bien sûr acceptés. Le document 3 montre une partie du brin transcrit des deux allèles normales et mutants du gène responsable de la synthèse de la protéine BRCA, alors que le document 4 présente le tableau du code génétique. En vous basant sur le document 3 et 4, déterminez la séquence des acides aminés de la protéine BRCA correspondante à l'allèle normal et à l'allèle mutant. Donc pour aboutir à la protéine, c'est-à-dire à la séquence des acides aminés de la protéine BRCA, on doit bien sûr chercher l'ARN M pour chaque allèle normal et l'allèle mutant. De là, bien sûr, on va chercher les acides aminés grâce au codon obtenu au niveau de l'ARN M. Donc pour l'allèle normal, on a en bleu, c'est-à-dire le brin d'ADN transcrit. En vert, on a l'ARN M, la séquence des nucléotides au niveau de l'ARN M. Et en noir, on a bien sûr la succession des acides aminés, l'acide glutamique, l'acide asparatique, la valine, proline, tryptophane, isoleucine, thréonine et la leucine. Là pour l'individu ou pour l'allèle normal. Alors pour l'allèle mutant, voilà ce qu'on peut avoir. Donc pour répondre à la quatrième question, à partir de ce qui précède, expliquer l'origine génétique du cancer du sein chez la femme. Donc on doit comparer les résultats qu'on a entre l'individu ou l'allèle normal et l'allèle muté. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc remarquez ici l'acide glutamique, l'acide asparatique, la valine, la proline, la tryptophane, l'isoleucine et là on a la thréonine, mais on a l'asparagine. Donc ceci montre qu'il y a une modification à niveau là. Donc on va chercher à ce niveau là T, T, et là on a un T au lieu d'un G. Donc pour expliquer ce qui se passe, si on enlève ce G, on va avoir T, T, G, T, T, G. Et en plus, après ATT, voilà ATT. Donc il y a une édition de G au niveau de la position 374. Donc la mutation par délétion du nucléotide G au niveau du triplet 374 des gènes BRCA1 cause l'apparition du codon AAC, voyez là le codon AAC, qui donne l'asparagine, donc AAC au lieu de ACA, au niveau du triplet 374, et apparition du codon non-sens, UAA, c'est un codon non-sens, ce qui va arrêter la traduction de l'ARN M, donc et donner une protéine qui est incomplète ou courte, donc il sera non fonctionnel, ce qui cause la non-réparation des ADN, donc entraîne la prolifération anarchique des cellules mammaires et donc apparition du cancer. Donc apparition du codon non-sens UAA à la place du CUA au niveau de l'ARN-M, ce qui entraîne l'arrêt de la traduction et synthèse des séquences d'acides aminés incomplètes et modifiées, donc protéines non fonctionnelles, donc pas de réparation des erreurs qui se produisent au niveau de la molécule d'ADN. Ainsi, ceci explique la prolifération aléatoire des cellules mammaires, apparition du cancer du sein. Bon, maintenant on passe à la correction de la session de rattrapage 2019 pour les PC. Allez, fais un petit effort et résous cet examen avant d'entamer la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes. Le caractère de pilosité chez la race des chiens mexicains est gouverné par un gène non lié au sexe. On vous le donne ici, non lié au sexe. À deux allèles, H petit r et HR, pour sélectionner une souche de chien mexicain à peau nue, chien hairless. Un éleveur a réalisé plusieurs fois des croisements entre des mâles et des femelles de phénotypes différents, présence ou absence de poils. Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1. Le premier croisement
entre deux chiens normaux avec poil. Deuxième croisement entre une chienne normale avec poil avec un chien sans poil. Et le dernier croisement, c'est-à-dire le troisième, entre deux chiens sans poil. Et voilà donc, vous avez ici les résultats. À partir des résultats du croisement 1 et 2, donnez les génotypes probables des chiens normaux et des chiens ARLS, en justifiant bien sûr votre réponse. Donc, si on voit le premier croisement entre chiens normaux, il donne une génération homogène composée de chiens normaux. Ceci suppose que les parents sont de race pure et que les chiens normaux sont homozygotes. Le deuxième croisement entre un chien normal et un chien ARLS, il donne une génération F1 qui est hétérogène, composée de la moitié de chiens normaux et moitié de chiens ARLS, ce qui prouve que l'un des parents est hétérozygote. Il ne peut s'agir que des chiens ARLS, donc ils portent les deux allèles, celui qui est responsable de l'apparition des poils et celui responsable de leur disparition, alors que le chien normal, il est homozygote. Donc voilà ce qu'on pouvait donner comme réponse. Le premier croisement entre parents de même phénotype, c'est-à-dire normaux, donne toujours une génération homogène de chiens normaux, et on peut dire que les chiens normaux sont de lignée pure. Le deuxième croisement entre parents de phénotypes différents, c'est-à-dire normaux et sans poil, donne une génération hétérogène, présence des deux phénotypes de même proportion 50% chacun. Et on peut dire que les chiens ARLS sont hétérozygotes. Donc l'allèle responsable de l'absence du pelage ARLS est dominant et l'allèle responsable du pelage normal est récessif. De là, on peut donner les génotypes des individus ou des chiens, c'est-à-dire les chiens normaux qui sont avec poil sont homozygotes récessifs petit hr, petit hr, et les chiens ARLS sans poil sont hétérozygotes grand hr, petit hr. Donnez l'interprétation chromosomique du croisement 3. Composé donc par un échiquier de croisement. Donc on a ici le 3 avec des chiens ARLS qui sont des chiens hétérozygotes. Donc grand H R petit h R. Chacun va donner bien sûr la moitié des gamètes, c'est-à-dire 50%, 50%. Et dans le tableau, on doit bien sûr, c'est-à-dire l'échiquier de croisement, on doit bien sûr avoir, puisqu'il y a dominance, on doit avoir bien sûr 3 quarts, 1 quart. Voilà donc les parents chiens ARLS, chienne ARLS, chien ARLS, leur phénotype, leur génotype, le pourcentage des gamètes. Que voilà. Donc l'échiquier de croisement montre ces résultats. On a 3 quarts ARLS et 1 quart petit h R, c'est-à-dire normal. Or, d'après les résultats, qu'est-ce qu'on a à voir? Non pas 3 quarts, mais 12, 6, 6 normaux et 12 ARLS. Lorsqu'on fait la somme, c'est 18. Et lorsqu'on fait la division, 6 sur 18, c'est 1 tiers. 12 sur 18, c'est 2 tiers. On a 1 tiers, 2 tiers. Donc, les résultats théoriques ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux. Pour cela, alors remarquez, si théoriquement, on obtient 1 quart, 3 quarts. Ces résultats théoriques ne peuvent être conformes aux résultats expérimentaux 2 tiers, 1 tiers qu'on a ici, sauf dans le cas où le génotype grand HR est létal. Ainsi, les résultats théoriques deviennent 1 tiers, 2 tiers. Donc si on élimine ce génotype grand HR, il nous reste 2 sur 3 de grand HR, c'est-à-dire 2 tiers et 1 tiers. Donc il y a ici un gène létal qui entraîne bien sûr la mort des chiens homozygotes grand HR. Pour expliquer l'absence de pilosité chez les mammifères, on propose l'étude de l'alopécie totale, c'est-à-dire absence totale de poils chez les souris. Ce phénomène résulte de l'incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil. Le maintien du cycle des follicules pileux fait intervenir une protéine structurale et régulatrice nommée HR, qui se localise dans le noyau et régule la synchronisation de la différenciation des cellules épithéliales dans les follicules pileux et leur renouvellement cyclique.
Le document 2 présente les phases du cycle pileux chez une souris normale, figure A, et chez une souris ARLS, figure B, et les résultats d'une étude moléculaire de la taille et la quantité de la protéine HR chez les deux souris. Alors, vous devez bien sûr lire, et très bien lire, les données qu'on vous donne ici pour mieux les comprendre. Ainsi, comprendre les données de ce document pour pouvoir répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne dans les questions? En vous basant sur le document numéro 2, comparez les données de la souris normale à celles de la souris ARLS, puis déduisez la relation protéine-caractère. Alors, remarquez ici, on a la souris normale et là la souris ARLS. Là, on a une protéine normale et une protéine anormale. Et là, le tableau nous donne la souris normale et ARLS concernant la taille de la protéine et là, la quantité de la protéine HR. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par comparaison entre les souris normales et anormales? Remarquez ici, pour la souris normale, la taille de HR, elle est normale. Bien sûr, la protéine HR, elle est normale, et même la taille, elle est normale, et la quantité est normale. Cela, bien sûr, permet que le premier cycle pilaire de la souris normale est bien sûr normal. Donc, le cycle, vous voyez ici, il est normal. Par contre, chez la souris ARLS, la protéine, elle est anormale, bien que la taille est normale, mais la quantité, elle est très élevée. Cette quantité très élevée, bien sûr, entraîne la désintégration du poil et malformation, c'est-à-dire dilatation des follicules et formation des kystes dermiques. Et ceci, bien sûr, entraîne la perturbation de l'organisation des cellules épithéliales, d'où la rupture des follicules pileux et l'apparition des rides cutanées. Donc la réponse que vous devez écrire, vous n'avez qu'à la chercher dans les données qu'on vous donne. Donc vous devez être capable d'extraire les bonnes informations des données qu'on vous donne. Alors d'après les données du document 2 et par comparaison, on constate que les deux souris ont un cycle pilaire normal et possèdent la protéine HR de même taille. Vous voyez, de même taille. Mais elle est anormale et en quantité élevée chez la souris ARLS par rapport à la souris normale. De plus, chez la souris normale, à la fin de chaque cycle pilaire, on assiste à une régénération. Remarquez ici, on assiste à une régénération, c'est-à-dire un renouvellement des follicules pileux et la croissance des poils sous l'action de la protéine HR qui est normale. Alors que chez la souris ARLS, à la fin du premier cycle pilaire, les follicules se sont dilatés avec formation des kystes dermiques, d'où la rupture des follicules pileux et apparition des rides cutanées sans renouvellement des poils, sous l'action de la protéine HR qui est bien sûr anormale. D'après ce qui précède, on constate que le phénotype des souris est lié à la nature et à la quantité de la protéine HR synthétisée, d'où la protéine synthétisée contrôle le phénotype pour un caractère donné. Et on déduit bien sûr la relation protéine-caractère. Et dernièrement, la synthèse de la protéine HR est contrôlée par un gène à deux allèles. Le document 3 présente un tronçon, c'est-à-dire un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal chez une souris normale et un tronçon du brin non transcrit de l'allèle mutant chez une souris ARLS. Donc vous voyez ici, on vous donne le brin non transcrit. Faites attention. Le document 4 présente bien sûr un extrait du code génétique. Donc ce qu'on doit faire, bien sûr, écrire l'allèle normal non transcrit. Puis de là, on écrit l'allèle normal transcrit pour en tirer l'ARN M et ainsi de suite. On va avoir la succession des acides aminés. De même pour l'allèle mutant. Donc voilà l'allèle non transcrit, l'allèle transcrit par complémentarité bien sûr. Et là, bien sûr, on va en tirer l'ARN M en modifiant bien sûr le T par U. Et grâce au codon qu'on a ici, bien sûr, on va
en tirer ou extraire les acides aminés correspondants grâce au code génétique qu'on a ici. Donc, par exemple, GCC, sous triplet, voilà, GCC, c'est alanine. Voilà, donc alanine. CAC, 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 l'histidine, ben voilà, et ainsi de suite. De même pour la souris ARLS, c'est-à-dire le brin d'ADN non transcrit, le brin d'ADN transcrit, l'ARN M, et ainsi, bien sûr, la succession des acides aminés. Et en fin de compte, on nous demande d'expliquer l'apparition du caractère ARLS chez la souris. Donc, pour expliquer cette apparition du caractère ARLS, bien sûr, on doit faire la comparaison entre les deux cas qu'on a ici. Donc, par comparaison, qu'est-ce qu'on peut constater? CGG, GTG, GTT, CCC, on a ici ACC. Ce qui veut dire que il y a ici une substitution de C par A. Donc au niveau de la position 960, il y a une modification ou une substitution de l'acide, enfin du nucléotide C par A. Ce qui a entraîné la modification, bien sûr, de l'acide aminé glycine en tryptophane. La mutation par substitution de C par A au niveau du triplet 960 du brin transcrit ou substitution de G par T au niveau du brin non transcrit du gène responsable de la synthèse de la protéine HR cause la substitution de l'acide aminé glycine, voilà, la glycine, par la tryptophane. Donc, synthèse de protéines HR non fonctionnelles et en grande quantité, d'où l'apparition du phénotype ARLS. Et en fin de compte, je vous laisse ici à réaliser chez vous la session de rattrapage 2020 pour les PC et la session de rattrapage pour la session 21. Alors essayez de faire un effort pour résoudre ces deux examens pour voir la correction dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, je m'arrête ici en vous souhaitant bon courage et à la prochaine vidéo.